à ce nouveau webinaire du Pacte du pouvoir de vivre. Je suis Amandine Le Breton, la directrice de l'association qui anime le collectif. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de consacrer ce webinaire aux annonces du gouvernement suite au travail du CNR Logement qui avait été initié il y a quelques mois, qui rassemblait plus de 200 acteurs du logement. Aujourd'hui, Manuel et Lionel vont nous apporter ces éclairages. Donc, Manuel Domergue est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Et Lionel Primo dirige la FNAR, qui sont les acteurs régionaux des HLM, donc pour l'USH. Parfait. Merci Amandine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On va se répartir la parole avec Lionel en essayant de ne pas trop déborder, promis. Donc pourquoi on a voulu aborder cette question du CNR Logement, le Conseil national de la refondation thématique sur la question du logement, c'est déjà parce que le pacte du pouvoir de vivre avait été un peu à l'initiative de cette demande auprès du président de la République lorsqu'il avait, une fois réélu, lancé un CNR global pour repenser la politique en général, après sa réélection il y a 1 an. Il y avait des CNR thématiques qui avaient déjà été prévus sur la santé ou l'éducation, par exemple, mais le logement était un peu absent de ces considérations, tout comme il était absent d'ailleurs du programme de la réélection de Emmanuel Macron en 2022. Il n'y avait quasiment rien dans son programme. Et donc, le ministre du Logement, Olivier Klein, avait un peu une page blanche programmatique. Et donc, pour tous les acteurs du logement, à la fois, il était important de parler du logement dans le cadre de ce CNR, et en plus, il était particulièrement important parce qu'il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de feuille de route. Et donc, tout le monde a pensé qu'il était utile de le faire. Le président l'a accepté. Et il a chargé Véronique Bédag, la PDG de Nexity, les plus gros promoteurs de France, et notre délégué général à la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, d'animer ce CNR thématique. C'est le seul CNR thématique, d'ailleurs, qui était animé non pas par des ministres, mais par des membres de la société civile. Et on voyait un peu finalement le piège se refermer, c'est-à-dire que cette commande ne venait pas de l'Élysée, n'a pas été gérée par le gouvernement. Et donc, c'est vrai que les attentes étaient plus fortes. Elles n'ont pas été canalisées dès le départ par le gouvernement et elles se sont heurtées aux arbitrages qui, Amandine l'a dit, ont déçu assez largement. Donc, on va venir là-dessus. Et puis, si on a voulu tout ce CNR logement et qu'on l'a obtenu il y a 9 mois à peu près, c'est parce que le secteur aussi traversait une crise conjoncturelle, dans le sens où pendant des années, on a eu des périodes exceptionnelles de baisse de taux d'intérêt, et ça a été le moteur à la fois de la hausse des prix du logement, mais aussi de l'activité de la construction, qui a fait que des ménages ont pu s'endetter dans de très bonnes conditions, ceux qui avaient les moyens de s'endetter en tout cas, pour acheter, et que donc ça a permis au secteur de passer des périodes difficiles sans trop de casse. Sauf qu'aujourd'hui, la fête est un peu finie, les taux d'intérêt ont remonté très fortement, et donc ça s'est conjugué avec l'inflation sur les coûts de la construction, une politique de sobriété foncière pour éviter de consommer trop de terrain, mais donc ça veut dire qu'il y a moins de terrain constructible, et donc c'est plus cher et c'est plus compliqué de construire. Et donc tous les acteurs de la Fédération du bâtiment, des promoteurs, des agents immobiliers, des associations du monde HLM s'inquiétaient de cette baisse de la construction neuve de logements, collectifs ou individuels, logements sociaux comme logements privés. Et donc, c'est ça qui a créé cette espèce d'union sacrée de tout le secteur, au-delà des différences qu'on a les uns les autres entre la FNAIM, la Fondation Abbé Pierre et l'USH de Lionel Primo. On a évidemment des approches parfois pas toujours les mêmes, mais là, il y avait quand même un consensus de dire il faut faire quelque chose pour le logement. On a des besoins en logement. D'après les estimations, on a besoin à peu près de 300 000 logements neufs par an, ne serait-ce que pour absorber la demande de nouveaux ménages qui se créent dans la société chaque année. Et en plus, il faut résorber la pénurie de logements qu'on connaît dans les zones tendues. Et donc, il faudra arriver à 400-450 000 logements neufs au bon endroit, au bon prix pour les bons ménages. Et aujourd'hui, on est à peu près 100 000 en dessous, et la tendance est plutôt négative. Donc, il y avait une sonnette d'alarme qui a été tirée par tout le monde. Et en plus, on voit que cette sonnette d'alarme se confirme de mois en mois, et va sans doute se confirmer encore dans les mois qui viennent, parce que la conjoncture est vraiment très mauvaise. Et dans l'immobilier, on voit un peu à l'avance ce qui va se produire. S'il n'y a pas de demande de permis de construire aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de logement construit dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, la pénurie va plutôt s'aggraver plutôt que se résorber. Par rapport à ce diagnostic, déjà au départ, il n'y avait pas un consensus au sein du gouvernement sur est-ce qu'il y a des besoins en logement. Il y a toute une partie du gouvernement qui pense que la France construit déjà pas mal par rapport à ses voisins, oubliant qu'on a une démographie beaucoup plus forte que l'Italie ou l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc, se dit qu'on pourrait continuer à faire des économies sur le secteur du logement et finalement laisser ce secteur s'écrouler un petit peu tranquillement, laisser les promoteurs faire faillite
et que ça aurait une vertu positive qui serait de faire baisser les prix. Effectivement, si on n'arrive plus à vendre, si on n'arrive plus à construire, si les acteurs font faillite, ça entraînerait plutôt une baisse des prix, mais avec un risque d'accroissement de la pénurie et puis aussi des risques de destruction d'emplois qui sont quand même pas tout à fait anodins. Donc, il n'y a pas un consensus au sein du gouvernement, mais on a mis la pression collectivement pour qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et je pense qu'on a plutôt réussi, en tout cas dans l'opinion, à montrer qu'il y avait des besoins et que l'action du gouvernement n'était pas du tout à la hauteur. Ce qui nous a beaucoup inquiété, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu 3 groupes de travail animés par des personnalités diverses et variées, un ancien député Renaissance, des bailleurs sociaux, un maire d'une ville urbaine à côté de Lyon, des journalistes, etc. Donc, c'était assez divers. Il y avait finalement un consensus assez large, pas sur toutes les mesures, mais en tout cas sur les principales, qui a été porté par Véronique Bédag et Christophe Robert, assez partagé par le ministère du Logement avec qui on interagissait régulièrement. Et donc, on pensait aboutir à quelque chose, peut-être pas le grand soir, mais quelque chose. On a été assez inquiets, c'est que 3 jours avant la remise des conclusions du CNR et les annonces du gouvernement, ça a été reporté au dernier moment, faute d'arbitrage, hein, au sein du gouvernement. Puis, ça a été annoncé le 5 juin dernier. Mais là aussi, on a bien vu que ça cafouillait beaucoup et qu'il y avait des désaccords importants, des contradictions importantes au sein du gouvernement. Et au final, la ligne qui a prévalu manifestement, c'est une ligne plutôt d'austérité budgétaire et le refus de faire un geste pour le secteur de la construction, de l'immobilier, du logement social, des mal logés de manière générale, sachant que c'est un secteur où quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas grand-chose, hein. Construire, rénover, accompagner des ménages, ça coûte tout de suite pas mal d'argent. On est quand même sur le premier poste des dépenses des ménages. Un logement, ça coûte 300 000 euros, donc on ne fait rien avec de la bonne volonté simplement et des bonnes idées à expérimenter. Et donc ça a été décevant parce qu'en fait, ils ont annoncé des coupes budgétaires supplémentaires. Alors, certaines sont plus ou moins inquiétantes. La principale qui a mis le feu au secteur, notamment des promoteurs ou de la Fédération du bâtiment, c'est qu'ils ont supprimé ce qu'on appelle le Pinel, c'est-à-dire des défiscalisations, des avantages fiscaux très intéressants pour construire du logement locatif neuf, privé, avec une toute petite décote de loyer par rapport au marché. Et ça, on dit souvent que le secteur il est un peu drogué à ce type d'aides assez importantes qui peuvent aller jusqu'à 30 000 – 40 000 euros par logement et qui permet en général de construire 50 000 – 60 000 logements par an. Donc, si on supprime cette aide, qui a été aussi critiquée avec des effets inflationnistes, etc., le risque, c'est que la construction, au lieu d'être relancée, chute à nouveau. Donc là, il y avait une inquiétude forte. Autre outil qui a été raboté, c'est le prêt à taux zéro. Vous connaissez, hein, c'est quand vous êtes un ménage sous certains plafonds de ressources, le gouvernement vous aide avec un prêt à taux zéro sur un certain montant, et donc ça vous aide à passer un peu le cap. Et ça, il devait s'arrêter, ils l'ont prolongé, mais ils l'ont beaucoup raboté. Donc tout ça représente 2 milliards d'euros d'économies par an si ces mesures vont jusqu'au bout et si elles sont finalement votées dans le cadre du projet de loi de finances. Mais en revanche, il n'y avait rien sur tout ce qui a été proposé sur la régulation des prix du foncier, par exemple. Il y avait un consensus qui s'est établi, peut-être un peu vague, mais assez inédit, sur le fait que le foncier était trop cher en France et qu'il fallait le réguler pour éviter que les propriétaires fonciers s'accaparent finalement cette rente immobilière et vendent très cher leur terrain, et ce qui après aboutit à des prix d'immobilier très importants, notamment pour les bailleurs sociaux. Rien non plus sur la régulation des loyers. Il y a beaucoup de collectivités qui veulent davantage encadrer leurs loyers, mais il n'y a eu aucune avancée là-dessus. Rien non plus sur un sujet qui était pourtant extrêmement consensuel, avec même des propositions de loi de Renaissance, de maires de droite, etc., et de gauche, pour encadrer Airbnb, avec ce risque de cannibalisation du marché locatif de logements pour les habitants, pour les consacrer à des touristes, avec une profitabilité et des avantages fiscaux très importants pour louer un Airbnb. Tout était prêt, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reporté au calendrier grec une fois de plus les propositions pourtant assez minimales d'encadrement de Airbnb, et le but n'était pas évidemment de les supprimer. Donc ça, c'était très inquiétant. Il y a quand même cette idée qu'on ne veut pas réguler ce secteur, et ça, on peut dire que c'est un peu une forme de continuité depuis 2017. Hein. On ne veut pas mettre d'argent, on veut même plutôt faire des économies, et pour autant, on ne veut pas créer des règles plus strictes pour les acteurs de l'immobilier, pour éviter les enrichissements sans cause, parce que la hausse des prix, ça crée des enrichissements assez importants. Petite avancée qu'on a eue sur Visal, c'était le seul point du programme d'Emmanuel Macron en 2022. Visal, c'est une garantie publique pour les locataires un peu en difficulté, jeunes, avec des contrats précaires. Et ils ont annoncé qu'ils allaient l'étendre un petit peu, mais ils n'ont pas dit comment. Donc finalement, c'est un peu une non-annonce, hein, c'est pas très intéressant. Donc on était un peu déçus aussi. Il y avait eu un gros consensus toujours sur la question foncière pour élargir fortement ce qu'on appelle les OFS,
les organismes de foncier solidaire qui permettent une forme d'accession à la propriété, de semi-propriété. Vous êtes propriétaire du bâti, mais pas du terrain. Ça permet en fait de devenir propriétaire avec 30 à 50% de décote et de garder le foncier, le terrain, dans propriété publique, et donc d'éviter la spéculation ensuite et la revente avec une hausse de prix. Et ça, c'est très à la mode en ce moment, tout le monde en fait. Le problème, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient le renforcer, le soutenir, mais ils n'ont pas dit comment. La seule solution, c'est d'augmenter les plafonds de ressources pour que des ménages plus riches puissent y accéder, alors qu'aujourd'hui, c'est une aide, c'est une accession sociale, et donc c'est réservé aux ménages, en gros, de classe moyenne ou classe populaire. Donc, on voit que ça ne va pas augmenter le nombre d'OFS, ça va juste déposséder un peu des ménages de classe moyenne qui en avaient besoin pour aider des ménages qui en ont moins besoin, qui gagnent 2, 3, 4 SMIC. Donc, voilà, c'est un peu inquiétant. Lionel en parlera aussi, mais il n'y a rien du tout sur le logement social. En revanche, il y a beaucoup de cadeaux qui ont été faits à ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui est entre le logement social et le secteur du marché, qui n'est pas négatif évidemment, mais qui a des niveaux de loyer très importants, en gros 10 à 20% en dessous des prix du marché, pour des ménages qui peuvent aller jusqu'à 90 000 € pour une famille, et donc qui sont plutôt des cadres, ou voire des cadres sup. Et donc, ce n'est pas ça la demande, hein, c'est la demande sociale, c'est des ménages qui ont des revenus très, très inférieurs à ça. Petit point positif qu'on a obtenu, mais qui était gagné d'avance, hein, donc on n'est pas vraiment très content, c'est juste la poursuite du plan Logement d'abord. J'en avais parlé lors du webinaire sur le rapport Mal Logement, je crois. C'est un plan depuis 2017 qui vise à accorder des logements directement, ou en tout cas le plus rapidement possible, pour des ménages sans domicile, qui sont en hébergement, qui sont à la rue, plutôt que de les faire patienter éternellement en hébergement d'urgence ou à l'hôtel. Donc, c'est la poursuite de ce plan. Personne n'a compris si il y avait de l'argent en plus ou si c'était simplement la poursuite au niveau actuel, mais qui est un niveau très insuffisant puisque ça n'a pas empêché, même si ce plan est positif, hein, il n'est pas bien calibré, et donc ça n'a pas empêché le nombre de sans domicile d'augmenter fortement et d'atteindre 330 000 personnes sans domicile aujourd'hui en France. Donc, continuer à ce rythme-là, c'est la garantie d'avoir plutôt une augmentation du nombre de personnes sans domicile plutôt que sa résorption, parce que le logement d'abord sans logement accessible, évidemment, on va avoir du mal à atteindre l'objectif. Et puis pour finir, des choses qui n'ont pas été vraiment annoncées dans le cadre de ce pacte du pouvoir de vivre, à part de manière un peu sibylline, mais qui devraient voir le jour dans les mois qui viennent. Et ça, c'est positif. C'est sans doute des gestes très importants sur la rénovation énergétique. Vous savez, il y a eu MaPrimeRénov' qui a été créée il y a 2 ans, qui a permis de massifier des simples gestes de rénovation, c'est-à-dire des rénovations énergétiques pas très ambitieuses, simplement changer les fenêtres, isoler les combles, installer une pompe à chaleur, mais sans avoir des travaux vraiment complets sur tous les postes de travaux pour vraiment avoir des réductions de consommation énergétique dans le logement et sortir vraiment de la précarité énergétique. Les aides n'étaient pas suffisantes pour mener ce genre de chantier qui coûte souvent 40, 50, 60 000 € parfois. Et quand vous êtes un ménage modeste ou classe moyenne, vous n'avez pas cet argent-là. Et même si l'État vous donne 20 000 €, comme c'était le cas auparavant maximum, il vous reste encore 30 ou 40 000 € à mettre. Évidemment, ça ne marche pas. Donc là, on aurait peut-être une avancée importante avec, ce n'est pas encore totalement arbitré, mais avec 90% des travaux qui seraient financés par l'État pour des ménages très modestes dans des logements individuels. Et donc, ce serait vraiment une avancée importante pour ce secteur-là, avec un accompagnement gratuit aussi pour les ménages modestes et très modestes. Donc, on croise les doigts. Il y aura peut-être pour le coup des avancées, mais on voit la philosophie, c'est-à-dire on arrête de financer la construction de logements et on met tout, ou un peu plus, sur la rénovation, alors qu'en fait, il faudrait avancer sur ces 2 secteurs qui sont aussi importants l'un que l'autre. Lionel, je te laisse compléter peut-être. Merci Manuel. Oui, en effet, vous avez vu que l'Union sociale pour l'habitat, donc qui représente les bailleurs HLM en France, a fait part de sa déception et son inquiétude après les annonces du CNR. On est déçus et inquiets comme à peu près tous les gens qui ont participé à ce CNR. Et avant de vous dire pourquoi on est déçus et inquiets, peut-être je vais faire un tout petit retour en arrière pour savoir où nous en étions finalement, parce qu'on avait des attentes très très fortes. Depuis, si je reviens encore un petit peu en arrière, cette crise du logement, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle n'a pas débuté l'année dernière, elle n'a pas débuté avec ce CNR. C'est une crise qui est déjà bien installée depuis des années. Et si je prends comme point de départ de mon analyse le premier quinquennat Macron, c'est celui où
disparaît pour la première fois l'annonce de la production, de l'objectif de production de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux et très sociaux. C'était un objectif qu'on traînait sans jamais vraiment tout à fait l'atteindre, mais comme un objectif remis chaque année sur la table, qui permettait petit à petit de résorber le retard et de combler les besoins en logement. On ne l'a jamais vraiment tout à fait fait, hein, ces 500 000 logements, mais en 2016, qui a été le pic de construction, on a tangenté les 400 000, dont 125 000 logements sociaux et très sociaux. Donc, on en était finalement pas si loin. Et puis, depuis 2017, la baisse, la production s'est érodée d'année en année. Et puis, en face de ça, l'augmentation du nombre de demandeurs a été constante. 2017, pour vous donner une idée, c'est l'année où on franchit le seuil des 2 millions de ménages demandeurs en attente d'un logement social. 2 millions, alors là aussi, pour vous donner une comparaison, on attribue environ 400 000 logements par an, ce qui fait que 2 millions, ça fait un calcul théorique, 5 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement social. C'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça vous donne une idée. Donc, ça veut dire que dans certains endroits, ça va être 6 mois, puis dans d'autres endroits, ça va être 10 ans. Donc, on franchit ce seuil à la hausse, hein, évidemment, en 2017, de 2 millions de demandeurs. Et puis, les annonces du gouvernement, à ce moment-là, comme l'a dit Manuel, il y avait assez peu de discours sur le logement dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017, et une annonce qui a un peu surpris tout le monde, qui a été de dire on va réduire massivement les aides au logement, les APL. Il y a eu la baisse de 5% pour tous les locataires, y compris du parc privé, et puis il y a une baisse beaucoup plus importante dans le parc social, qu'on a appelé la réduction de loyer de solidarité. Et en gros, c'est une baisse du budget des APL d'1,3 milliard par an que les bailleurs ont dû appliquer à leurs locataires. Évidemment, cette RLS, elle a eu un impact très, très fort sur leurs résultats et donc leur capacité à produire. Mais à l'époque, on disait, oui, d'accord, c'est vrai, on va contracter un petit peu la politique de soutien à la demande, puisque c'est une politique de soutien à la demande, mais il y aura en face un choc de l'offre. Et le choc de l'offre sera tellement massif qu'en fait, vous allez pouvoir construire massivement. Et on a dit, d'accord, mais qu'est-ce qui va soutenir ce choc de l'offre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, il n'y avait quasiment rien. Ça relevait un peu de la pensée magique. C'était la bonne volonté, comme disait Manuel. On ne mettait pas d'argent, mais on disait que si toutes les bonnes volontés étaient là, on allait construire. Et puis les bailleurs sociaux en particulier, si on regarde le secteur HLM, ont été incités à fusionner. Les gros devaient manger les petits, et les gros mangeant les petits, ils allaient devenir très gros, et donc ils allaient produire encore plus. Et tout ça, c'était ce que j'appellerais, moi, de la pensée magique pure, puisque, en fait, déjà, la notion de gros et de petit est quand même à relativiser. Hein. Un petit bailleur social dans le secteur HLM, c'est un bailleur qui a entre 3 000 et 5 000 logements. C'est déjà énorme. En fait, la notion de petit est très relative. Tous les acteurs HLM sont des relativement grosses entreprises. Donc, il ne s'est pas passé le choc de l'offre. Et donc, quand on arrive en 2022, eh bien, la production qui était à son maximum autour de 125 000 logements par an, elle a franchi à la baisse le seuil des 100 000 logements. On tourne aujourd'hui autour de 95 000. On estime depuis le début de ce quinquennat qu'on a perdu environ 140 000 logements qu'on aurait pu produire si on avait maintenu l'effort et qu'on n'a pas produit. Et en 2022, eh bien, on arrive à 2 400 000 ménages en attente d'un logement social, 2 400 000. Donc, ça veut dire qu'on a rajouté 1 an d'attente en moyenne pour tout le monde dans la file d'attente entre 2017 et 2022. Et ces ménages en attente, on va en reparler tout à l'heure parce que Manuel a fait un petit appel du pied sur le logement intermédiaire. C'est qui ces ménages en attente? Ce sont principalement des ménages des premiers quartiles de revenus. Ce sont des ménages pauvres, très pauvres, moyennement pauvres, et assez peu des ménages riches ou moyennement riches, il ne faut pas se mentir. Voilà où on en était. Et puis depuis début 2022, ça s'est même aggravé puisque les conditions macroéconomiques se sont fortement dégradées et massivement et d'un coup. Il y a eu évidemment la forte remontée des taux d'intérêt qui est notre principale inquiétude, les taux d'intérêt, puisque les bailleurs sociaux, quand ils construisent, ils s'endettent à des taux qui sont indexés sur le livret A. Donc, quand le livret A était à 0,5%, c'était de l'argent qui n'était pas cher. Et quand on passe de 0,5% à 3%, on multiplie par 6 les taux d'intérêt. Or, c'est un peu technique, mais c'est très important de l'avoir en tête, les bailleurs sociaux s'endettent à taux variable. Ce n'est pas comme les particuliers qui s'endettent principalement à taux fixe, c'est-à-dire que l'intégralité de leur dette varie avec le taux d'intérêt. Et donc, la charge de leur dette, depuis 2022, donc en un an et demi, a été multipliée par 6. Donc, leur capacité d'investir pour produire, elle a été réduite d'autant. Et ce n'est pas la seule difficulté. Il y a eu, vous l'avez tous vu, tous les particuliers l'ont subi, une hausse des coûts de l'énergie.
Donc ça, ce sont des coûts qui s'impactent directement sur nos locataires. Alors, ce sont les bailleurs très souvent qui intègrent cette facture puis qui la refacturent aux locataires. Et ce qui veut dire que les locataires sont dans une situation qui va devenir difficile puisque les hausses de charges vont s'appliquer à eux comme à tous les occupants de logement et vont grever d'autant la possibilité qu'on aurait eu éventuellement d'augmenter les loyers pour se refaire un petit peu d'argent. Ça, ce n'est pas possible puisqu'on est déjà dans le dur. Évidemment, pour pouvoir produire, il faut acheter des matériaux, il faut acheter de la production. Et vous l'avez vu, c'est vrai pour le secteur HLM comme partout ailleurs. Les coûts de construction depuis un an, en gros, je donne un chiffre un peu grossier, mais on peut dire qu'on a pris 20% d'augmentation des coûts de construction. Alors, les bailleurs sociaux sont des gens qui achètent beaucoup de logements, qui construisent beaucoup de logements, ils savent négocier. Donc, même s'ils partaient pour eux de prix plus bas parce qu'ils étaient bien négociés, la hausse s'applique à eux également en proportion. Et puis, depuis 2022, il y a aussi une nouveauté qui nous concerne, on pourrait dire pas directement au départ, mais qui en fait nous impacte très très fort, c'est la disparition de la taxe d'habitation. Parce que la disparition de la taxe d'habitation, ça modifie la façon dont les collectivités, les communes en particulier, vont se positionner face à la possibilité de produire des logements. Une collectivité, jusqu'à présent, c'est elle qui a le permis de construire, c'est elle qui décide de son plan d'urbanisme. Et à chaque fois qu'elle construisait un logement, il y avait des coûts en face, il faut construire des écoles, des crèches, des équipements. Mais il y avait la perspective de toucher de la taxe d'habitation qui permettait de se dire, bon an, mal an, les coûts vont être compensés par cette recette. À partir du moment où la taxe d'habitation disparaît, chaque nouveau logement construit pour une collectivité n'est d'une certaine manière pas compensé par une recette nouvelle. Et donc, déjà que les collectivités, dans certains endroits, pouvaient être frileuses, confrontées à la pénurie de foncier, confrontées à l'absence de soutien de la part de la population face à des perspectives de construction nouvelles ou de voisins nouvellement arrivés. Si on rajoute à ça de la difficulté financière dans l'acte de construire, on voit que les collectivités vont être moins au rendez-vous. Dans ces conditions, entre la hausse des taux, la réduction de loyer de solidarité, le gouvernement avait dit « vous inquiétez pas, si les conditions économiques sont modifiées, il y aura une clause de revoyure, on va se revoir et puis on modifiera, on pourra revenir sur ces conditions ». Clause de revoyure, on l'attend toujours. Quand la Première ministre Elisabeth Borne a été installée à son poste en juillet dernier, elle a fait un discours de politique générale au Parlement, au cours duquel elle a annoncé un pacte de confiance avec les acteurs du secteur HLM. C'était un mot qu'elle a choisi. Elle a choisi le mot pacte de confiance. Je pense que c'était bien choisi, ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui était manquant, voire brisé, et qui relevait du domaine de la confiance. Donc, OK pour le choix des mots. Mais en fait, de pacte de confiance, on attend toujours. Ça fait quasiment un an. Dans 3 semaines, ça va faire un an que ce pacte de confiance a été annoncé et on ne voit toujours rien venir. Donc, autant vous dire que l'attente était forte quand le CNR Logement a été lancé. Manuel ne l'a pas dit, je crois, mais quand le CNR a été lancé, au départ, il y avait des tas de sujets thématiques et le logement avait été oublié. Il a fallu que les associations se mobilisent pour dire il ne manquerait pas un sujet là. Et donc, assez rapidement a été rattrapé par la manche ce sujet du logement. Ce qui dit peut-être un petit peu de l'état d'esprit qu'Emmanuel avait pointé tout à l'heure, c'est que ce logement était absent de la réflexion, la thématique du logement. Donc, depuis CNR, depuis le mois de novembre, en gros, c'est 250 personnes qui ont travaillé pendant des mois sur 3 groupes de travail, qui ont fait des propositions. Et puis, les annonces, on va y revenir peut-être en détail à travers les questions-réponses, mais en matière HLM, quasiment rien. TVA, rien. Réduction de la RLS, rien. Taux du livret A, rien. On s'attend même à une nouvelle hausse à partir de cet été. On pourrait atteindre ou tangenter les 4%. Et puis l'accession sociale, que je dise un mot quand même sur l'accession sociale, elle est carrément sacrifiée dans les annonces du gouvernement. En effet, tout le paquet est mis sur le logement intermédiaire, enfin tout le paquet, une grande partie du paquet est mis sur le logement intermédiaire. Et on peut s'interroger, non pas sur le fait qu'il puisse exister des gens qui ont la capacité de se loger dans des logements à prix moyen. En revanche, si l'effort national porté sur le logement social devait se transposer sur un effort sur le logement intermédiaire, il nous manquerait la réponse à nos demandeurs, qui est notre mission première et principale, loger des ménages pauvres et très pauvres. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu une boutade, mais retenez-la si vous voulez, qu'on a besoin de logement intermédiaire, mais ce n'est pas le logement intermédiaire entre très cher et trop cher dont on a besoin, c'est le logement intermédiaire entre gratuit et quasi gratuit, pour les ménages qui ont
qui sont déjà à l'os, qui vont être, dont on a besoin qu'ils soient financés quasiment à 100% par l'APL, parce que sinon, ils ne se logeront pas. Et ce sont ces logements-là dont on a principalement besoin. Et pour cela, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, on est déçus et inquiets parce qu'on voit des perspectives d'avenir qui sont sombres. Mais on reste combatif. On reste combatif parce que les annonces du PLF 2024 ne sont pas encore faites. On ne renonce pas à l'espoir des principaux éléments de levier fiscaux à travers une TVA à taux réduit pour produire, à travers des éléments budgétaires, qu'on revienne à des taux d'APL qui soient suffisamment solvabilisateurs pour les ménages. On attend beaucoup du rôle des collectivités. J'entends les associations de collectivités qui elles-mêmes sentent qu'elles n'y trouvent pas leur compte et qui plaident pour que, par exemple, la dynamique de compensation de la taxe d'habitation soit plus dynamique, soit plus en rapport avec la production. Et donc ça pourrait être une perspective. Et puis on attend beaucoup aussi de la mobilisation citoyenne. C'est important que vous soyez là parce que je pense que le gouvernement a peut-être pas tout à fait pris conscience quand il a préparé ses annonces, même si je pense qu'il devait s'en douter sur le fait qu'ils allaient être fraîchement accueillis. Et donc, le fait qu'ils soient très fraîchement accueillis, j'espère, pourra les inciter à aller chercher des marges de manœuvre et puis corriger un peu le tir avant les grosses annonces qui vont venir pour le PLF 2024. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et Amandine, on va pouvoir répondre aux questions, c'est bien là. Parfait, merci à tous les deux. Donc, il y a un certain nombre de questions, n'hésitez pas à continuer à en poser, donc je vous les transmets, Lionel et Manuel. Alors, une question d'Alain. D'après le directeur prospectif de RTE, si nous voulons atteindre le zéro net carbone en 2050, il faut arrêter de construire dès aujourd'hui et de se concentrer sur la rénovation énergétique et la restructuration des immeubles et des bureaux vides et en habitation, qui seraient a priori suffisamment nombreux et avec des structures saines pour pouvoir le faire. Donc, il y a la question de comment associer logement et climat. Et je joins une autre question un peu en lien, celle d'Hervé. Prioriser la rénovation, la réhabilitation du bâtiment existant, y compris énergétique, évite le problème du foncier. Mais est-ce suffisant au vu des besoins? Alors, peut-être je peux commencer sur RTE. Effectivement, construire des logements, c'est assez émetteur de carbone. Aujourd'hui, en tout cas, de la manière dont ils sont construits très majoritairement, hein, avec du béton, et cetera. Et même si, avec des matériaux biosourcés et autres, on limite assez grandement les émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même une activité concrète, très, très polluante. Voilà. Mais en même temps, vous avez dit, c'est des scénarios de RTE. Donc, il y a plusieurs scénarios pour atteindre la transition bas carbone et la réussir. On peut tenter un scénario avec des millions de mal logés, des millions de sans domicile. Je suis pas sûr qu'on l'atteigne, enfin, j'espère pas en tout cas, parce qu'il y a quand même des besoins à prioriser. Et c'est la question de l'arbitrage. Et en fait, si on avait une société où les gens ne font plus d'enfants, ne se séparent pas, et où les couples meurent en même temps, au même moment, à 80 ans pile, on aurait moins besoin de logements supplémentaires, mais ce n'est pas comme ça que vivent les Françaises et les Français. Et donc, on a besoin de logements supplémentaires pour que chacun ait un logement. Et je l'ai dit, les estimations sont autour de 300 à 400 000 pendant encore quelques années. Après, la transition démographique montre qu'on va avoir moins d'habitants et donc à terme aussi peut-être un peu moins de ménages. Mais en tout cas, pendant 20 ans, on a des besoins importants et donc on peut pas les satisfaire sans produire davantage de logements. Vous avez donné quelques pistes. Transformer des bureaux en logements, c'est une bonne piste, mais ce n'est pas du tout une piste qui va permettre de remplacer les 300 à 400 000 logements supplémentaires dont on a besoin chaque année. Parce que c'est compliqué de transformer des bureaux en logements. La plupart, ils ne sont pas faits pour ça. Certains ont été construits sous forme de logement, puis transformés en bureaux. Donc là, c'est assez simple de les remettre en logement, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Mais la plupart, ce n'est pas le cas, et donc c'est compliqué. Et puis, on a quand même aussi besoin encore un peu de bureaux. Bon, on a peut-être un peu trop de bureaux, on a une bulle de bureaux dans pas mal d'endroits, mais il y a quand même, vous et moi, on va parfois au bureau, je pense. Donc ça, voilà. Après, il y a souvent la piste de transformer des logements vacants en logements. Là aussi, c'est évidemment une piste intéressante. Il y a 3 millions de logements vacants en France, sauf que la plupart sont vacants juste quelques jours, quelques semaines, et donc ne sont pas les transformer, à moins de gripper totalement la mobilité résidentielle. On estime qu'il y a peut-être 300, 400 000 logements dans des zones où il y a des besoins, évidemment, sinon ça ne sert à rien, qui sont durablement vacants et qu'on peut remettre en état et occuper facilement. Donc, si on arrivait à faire ça, on économiserait une année de construction neuve. Mais donc voilà, mais c'est pas mal.
mais c'est jamais qu'une année. Et je dis, il en faut chaque année pendant encore peut-être une vingtaine d'années. Et en plus, comment on fait pour, enfin, il y a plein de pistes pour mobiliser des logements vacants, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Et toutes les collectivités, même volontaristes, qui ont tenté de le faire, arrivent à remettre sur le marché 500, 1000, 1500 logements. Et c'est très compliqué parce que voilà, c'est des propriétaires individuels qui possèdent ces logements la plupart du temps. C'est pas des grands spéculateurs, c'est juste des gens qui ont des indivisions, qui galèrent à faire des travaux, etc., etc. Donc, voilà, faut pas utiliser ça comme un alibi pour arrêter de construire, je pense. Par contre, il faut construire mieux et évidemment, il faut rénover aussi parce que la rénovation, qui aussi émet des gaz à effet de serre, hein, c'est assez consommateur, mais permet d'en économiser à terme si c'est bien fait et si on y met le paquet rapidement. Donc, il faut faire les deux, je pense. Oui, et peut-être pour Merci. compléter rapidement, Oui. c'est des scénarios qu'on entend dire. Hein, ce message-là, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Il y a même des financiers qui nous disent on a fait les projections démographiques. Selon certains scénarios démographiques, il se pourrait que la décroissance de la population à partir de 2030 nous permette mécaniquement de résoudre la crise du logement sans trop produire d'ici 2035-2040. Bon. Qu'est-ce qu'on dit aux ménages qui sont dans l'attente d'un logement social? On leur dit, vous inquiétez pas, d'ici 2035-2040, selon un des scénarios démographiques, il est vraisemblable que vous aurez un logement conforme à vos attentes et à vos besoins et à vos moyens. Mais on n'est pas sûr. Bon, bah, ce n'est pas satisfaisant. Il est manifeste que ces 2 400 000 ménages en attente sont dans une attente relativement urgente et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 15 ans pour leur donner des perspectives d'avoir un logement. En revanche, la nécessité de rénover massivement tous les logements, alors moi je vais parler des logements sociaux, il y en a besoin de rénover massivement tous les logements, y compris les logements sociaux. Ce n'est pas le parc social qui est en plus mauvais état, contrairement à certaines idées reçues qu'on pourrait entendre ou des images qu'on peut avoir de la façon dont est constitué le parc social. Il est plutôt en meilleur état, il a plutôt été rénové, mais on a encore pas mal de logements qui sont classés EFG, donc les plus énergivores. Donc, il faut à la fois les faire sortir de la décence d'ici 2034 de façon obligatoire, et puis pour tendre vers le zéro carbone, il faut même traiter les autres, ceux qui sont C et D, d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et pour cela, nous, on imagine des perspectives financières, on a essayé de chiffrer également le nombre de logements qu'il faudrait réhabiliter chaque année et ce que ça coûterait, et on estime que pour tenir cette perspective de 2050, il faudrait injecter 10 milliards par an dans la rénovation du bâti social, et uniquement celui-là. Vous pouvez facilement doubler, voire tripler si vous voulez intégrer le bâti privé. Et donc, nous, on appelait, et c'est évoqué dans les propositions du gouvernement, un dispositif qu'on appelle de seconde vie des bâtiments. C'est-à-dire qu'on prend des bâtiments existants, on les désosse jusqu'au trognon comme une pomme, et on laisse la structure béton, très souvent c'est de la structure béton, et on refait autour. Et en revanche, on y met tous les financements, tous les dispositifs fiscaux, notamment bancaires en particulier, réglementaires aussi, comme si c'était du logement neuf. Et on les lance pour une seconde vie. Donc c'est un dispositif dont on a lancé l'idée il y a 1 an maintenant, qui semble intéresser le gouvernement. Et dans les annonces du CNR sur la seconde vie, c'est quand même assez timide. Je cherche l'expression. Dans le cadre du pacte de confiance, donc celui qu'on attend toujours et qu'on n'a pas vu, avec les bailleurs sociaux, mise en place du dispositif seconde vie pour la rénovation lourde. Mais qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Comment ça va se faire? Quelle échéance? Avec quels moyens? Pour l'instant, on ne sait rien. Ok, merci à vous. Il y a une question de LVN. Où en sommes-nous pour les logements étudiants et les logements pour les jeunes travailleurs? Eh ben, on n'en est pas très loin, dans le sens où il y a à peu près un logement en CTU pour 13 étudiants. Donc, il y a un besoin très fort, évidemment. Il y a un étudiant boursier sur 3 qui a accès à un logement en CTU. Et donc, les étudiants, parmi ce qu'on a mis en avant sur la crise sociale parmi les étudiants, les files d'attente pour la distribution alimentaire, etc., la question du logement, elle est vraiment prégnante parce que les zones universitaires sont dans des zones tendues en général. C'est là où il y a le plus de demandes et les jeunes sont vraiment les premières victimes de ça. Et on n'est plus à une période où les étudiants sont uniquement des enfants de familles aisées, loin de là. Et donc, il y avait un plan de relance du logement étudiant lors du quinquennat précédent
Je crois qu'ils ont dû faire un tiers à peu près de l'objectif, hein, à peine, vraiment assez catastrophique. En fait, le logement étudiant a plongé, la production neuve a plongé, tout comme le logement social en général. C'est une forme de logement social ciblé sur les étudiants. Ce qui s'est un peu amélioré avec le temps, c'est quand même la rénovation de beaucoup de résidences universitaires qui étaient en très mauvais état, mais il en reste encore beaucoup. Il y a toujours des images, souvent de cafards, de rats, de petites chambres de 9 mètres carrés, avec des loyers modérés, mais quand même importants, avec des expulsions locatives. On prépare une étude pour septembre à la Fondation Abbé Pierre, des expulsions d'étudiants en CTU qui respectent aucune règle, en hiver, sans présence du juge, etc. Donc vraiment, le logement étudiant mériterait un plan de relance. Il y a un rapport qui est en train de s'écrire d'un ancien député Renaissance qui va proposer ça. Mais encore une fois, encore faut-il comprendre qu'il y a des besoins en logement. Et si on ne comprend pas qu'il y a des besoins en logement et en logements sociaux pour les étudiants, alors qu'il y a une démographie étudiante assez importante ces dernières années, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, quoi. Il suffit d'aller voir dans une CTU et voir les files d'attente pour les CTU et ceux qui ne sont pas en CTU qui galèrent dans le logement locatif privé avec des loyers complètement aberrants. Vraiment, ça met des bâtons dans les roues de jeunes pour réussir leurs études ou parfois même simplement pour les commencer. Et un petit compliment aussi, Emmanuel, merci beaucoup. Le logement étudiant, soit on le prend par le produit, par l'offre, c'est-à-dire les produits spécifiques, logement étudiant, logement foyer de jeunes travailleurs. Soit on le prend par le public, aussi, c'est le logement des étudiants et des jeunes travailleurs. Et en effet, ces étudiants, ces jeunes travailleurs, ils sont principalement dans le cœur des grandes et très grandes villes, là où précisément la concurrence est la plus rude, là où les logements sont les plus chers, et les étudiants et jeunes travailleurs sont des publics qui particulièrement ont des revenus les plus faibles. Et donc les réponses aux demandes de logement des étudiants et des jeunes travailleurs recoupent en très grande partie la question du logement des ménages des premiers quartiles de revenus, puisqu'en fait, ce sont les ménages des premiers quartiles de revenus. Donc, il faut à la fois du produit spécifique, des logements étudiants, des résidences, mais aussi du logement social dit familial, c'est des familles d'une personne ou de deux personnes quand ils sont étudiants, mais l'offre massive de logements à très faible loyer doit servir à répondre aussi au logement des étudiants et des jeunes travailleurs. Merci. Il y a un certain nombre de questions aussi sur l'action citoyenne, la mobilisation citoyenne, avec une remarque d'Hervé qui dit pourquoi la question du logement ne fait pas l'objet de débats politiques, est-ce que personne ne s'y risque, ou alors des questions disant est-ce que pas de mobilisation citoyenne sur le logement sauf le DAL, est-ce qu'il faut refaire l'union sacrée du Vive l'APL, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, notamment à travers les groupes locaux du Pacte du pouvoir de vivre, comme c'est mentionné ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'un citoyen peut faire? Oui, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de débats politiques sur le logement parce que, il y en a quand même, hein, de temps en temps, heureusement. Et puis là, le CNR a permis d'avoir pas mal de médias sur le sujet. Quand on présente le rapport de la Fondation Abbé Pierre chaque année, bah, là, on avait invité les candidats à la présidentielle et ils étaient venus. Il y a quand même un peu de débat, mais pas à la hauteur de l'enjeu. Une des raisons, c'est que la plupart des Français, quand même, les 3/4, s'estiment bien logés. Voilà. Et c'est les gens qui votent. Donc les mal logés, 4 millions de mal logés, 12 millions de personnes qui sont touchées par la crise du logement, sont généralement les catégories de personnes qui sont déjà les plus discriminées, les plus invisibilisées de la société, celles qui votent le moins, les jeunes, les précaires, les étrangers, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, les gens qui sortent de prison, etc., etc. Donc, c'est aussi une question de répartition des pouvoirs au sein de la société qui explique ça. Et puis, après, il y a des mobilisations nécessaires. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu en France des mobilisations sur le logement très importantes. Il n'y a jamais eu 100 000 personnes dans la rue pour le logement. Bon, ça prend d'autres formes. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibilisés ou pas mobilisés. Donc, quelqu'un a fait allusion à Vive l'APL qu'on avait lancé en 2017 avec l'Union sociale pour l'habitat, le collectif des associations unies, etc., les syndicats de consommateurs. Mais on avait mis, je crois, dans la rue maximum 1000 personnes, quoi. Bon, ce qui explique en partie pourquoi nous avons perdu et nous perdons encore assez largement aujourd'hui. Mais il y a des mobilisations locales parce que c'est un sujet très local, notamment en ce moment dans les nouvelles zones tendues, on va dire, à Saint-Malo, à Douarnenez, au Pays Basque. Il y a vraiment, au Pays Basque, ils ont mis 10 000 personnes dans la rue 2 fois contre la prise de pouvoir d'Airbnb pour demander l'encadrement des loyers, contrer les abus des propriétaires. Donc, on voit que quand il y a une société civile active, elle peut mobiliser autour de ce sujet et les gens répondent.
Mais c'est vrai que c'est souvent vu comme un sujet très technique, le logement, et puis c'est vrai que ça l'est. Et puis, il y a eu beaucoup de débats politiques quand François Hollande a été élu. Cécile Duflot était ministre du Logement. Il y avait des vrais affrontements, encadrement des loyers ou pas, etc. Et puis, comme après, ça a été un peu détricoté, on n'a plus, enfin, je pense que la plupart des gens ne voient pas bien c'est quoi une politique de gauche, de droite, une politique renaissance, une politique écolo, une politique d'extrême gauche et d'extrême droite. Et donc, les clivages politiques sont pas très clairs sur le logement, ce qui n'incite pas beaucoup à se mobiliser. Absolument, moi j'insiste sur la mobilisation locale, hein. On voit que tu as rappelé, je voulais parler de ça, mais les chiffres de la mobilisation locale au Pays Basque ou même en Bretagne sont supérieurs aux mobilisations nationales de Vive l'APL. Et les réponses en matière de construction de logement sont toujours des réponses locales, hein. Un logement, il ne plane pas dans les airs, il est bien localisé à un endroit. Et donc, je pense qu'il y a des alliances à trouver entre des collectifs citoyens locaux, des élus locaux. Il faut quand même avoir conscience que les élus locaux d'à peu près 100% des communes de France, ou en tout cas au moins les 80%, celles qui représentent 80% de la population, sont sollicités tout le temps par des voisins, des riverains, des élus, des associations, pour des questions de Madame Machin attend un logement depuis 10 ans, Monsieur Bidule voudrait des cohabiter. Ils sont accaparés par ces questions-là. Donc en réalité, si ils sont à la fois, quand ils veulent construire, confrontés à des collectifs citoyens qui arrivent à se mobiliser contre des projets de logement, en disant nous sommes les riverains bien logés du quartier Bidule, on ne veut pas d'une nouvelle tour ou d'un nouveau collectif de logement, eux se mobilisent. Mais il y a tous les gens qui se sont à un moment ou à un autre inquiétés, mobilisés pour un ménage en particulier en faisant du soutien. Il faudrait que ces gens-là soient visibles à ce moment-là dans le débat, pour que l'élu qui est pris en tenaille entre la volonté de construire et puis des oppositions qui sont bien constituées, et aussi face à lui, pour l'aider dans son arbitrage, des mobilisations constituées de citoyens qui disent mais si, il faut ces logements, il faut des logements pas chers à cet endroit, parce que sinon mes enfants n'habiteront pas dans la ville où ils ont grandi, parce qu'en fait ils ne pourront pas. On a Merci. vu quand même, juste en une seconde, on a vu des mobilisations autour des communautés scolaires récemment, avec des enseignants, des parents d'élèves, etc., pour aider des élèves sans abri. Et ça a vraiment porté ses fruits. On trouve des solutions, parfois on occupe des écoles. Et ça, les parents d'élèves, d'un point de vue électoral localement, c'est très, très entendu. Donc ça peut marcher. Merci, c'était les mots de conclusion puisqu'il est 9h29. Donc un grand merci à vous, Manuel et Lionel. Il y avait encore un certain nombre de questions que je vous transmettrai. C'est toujours intéressant de voir les retours, les remarques et les questions. Merci à tous et toutes pour votre présence et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci.